Ça va tout péter, ça va être énorme, c'est Christopher Nolan, Tenet sort le 17 juillet. Bon, c'est pas grave, Tenet va finalement sortir le 31 juillet. Tenet sort le 12 août. 31 août. 31 août. 31 août. Tenet programmé, Tenet repoussé, Tenet annulé et finalement Tenet différé. Pourquoi est-ce que la sortie du film de Christopher Nolan est à ce point attendue par absolument tout le monde, les professionnels de l'industrie, la presse, mais aussi le public? Et pourquoi est-ce qu'il est perçu comme un enjeu vital pour la survie des salles en pleine crise économique consécutive à l'épidémie de Covid-19? Déjà, il faut rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que Tenet de Christopher Nolan. C'est le nouveau film d'un réalisateur qui est aujourd'hui à peu près le seul à tenir, on va dire, la corde de ce rôle qu'on pourrait appeler blockbuster d'auteur. C'est-à-dire ces metteurs en scène qui ont une vraie patte, qui ont une personnalité très marquée, mais qui se lancent comme objectif de faire des films très grand public, très grand spectacle, qui rassemblent des millions de spectateurs partout dans le monde. Et oui, en effet, on est très loin de l'époque où il y avait les Spielberg, les George Lucas et beaucoup d'autres qui, tout simplement, on va dire, trustaient le haut de l'affiche et nous proposaient des divertissements qui rassemblaient un très très large public, nous impressionnaient, étaient des dépassements techniques, étaient de grands moments de joie et de célébration du cinéma, tout en étant des films d'auteur. Donc forcément, ces films sont appréciés, ces films sont suivis par nous, par vous, avec beaucoup d'intérêt, et chacun d'entre eux est un événement. A fortiori, dans un contexte de pandémie mondiale où l'immense majorité, enfin pas l'immense majorité, tous les blockbusters estivaux ont littéralement disparu, ils ont été repoussés au calendrier grec, et où donc il a pu être perçu comme le potentiel sauveur de l'été. Les cinémas sont dans une situation qui est très particulière. Après avoir été fermés un peu partout dans le monde suite à la pandémie de Covid-19, ils ont réouvert, ou ils sont en train de réouvrir, là aussi un peu partout dans le monde, sur des rythmes différés, mais surtout ils font face à un défi qui est très complexe, c'est comment remplir à nouveau leurs salles. Aux États-Unis, le studio Universal a annoncé que leur film sortirait désormais en VOD 17 jours seulement après leur sortie salle. C'est un sacré bouleversement et ça annonce bien qu'il y a des mutations qui sont en cours, en tout cas une très grande fébrilité dans le secteur. Et en France aussi, on voit des choses très préoccupantes. Par exemple, le Grand Rex, qui n'avait jamais fermé depuis son ouverture, va fermer temporairement jusqu'au 26 août, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de Tenet sur les écrans. Mais c'est pas la seule salle, c'est aussi le cas du César à Marseille. Bref, il y a beaucoup d'établissements qui sont en train de limiter leur amplitude horaire, de limiter leur nombre de séances, voire qui referment à nouveau leurs portes, et ça doit nous questionner. Pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans nos cinémas, on va se baser sur un rapport qui a été publié le 23 juillet par l'Observatoire économique régional de la CCI de Paris et qui concerne spécifiquement l'exploitation des salles en Île-de-France. Commençons par les bases. Un cinéma, il fait à peu près 71% de ses recettes à partir de la billetterie. Environ 13% sur tout ce qui est boissons, friandises et tous les trucs gras qui vont vous faire un jour mourir d'un infarctus. 4% de la publicité, le truc qui fait que vous avez acheté les choses qui vont vous faire mourir d'un infarctus. Et à peu près 9% d'activités diverses, socioculturelles, que vous pouvez aussi trouver dans votre ciné. Et cet équilibre, il a volé en éclats. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, il y a moins de films qui sortent. Et moins de films qui sortent, ça a plusieurs conséquences. Tout d'abord, il faut savoir que quand un film se retrouve à l'affiche, chaque semaine, il perd environ 50% de son public. C'est un truc assez classique, assez normal, parce que la première semaine, il y a les gens qui attendent le film, il y a les fans, il y a les gens qui sont passionnés, il y a les gens qui voulaient vraiment le voir. La semaine suivante, il y en a un peu moins, puis la suivante encore un peu moins, etc., etc. Il y a quelques films qui croissent avec le temps, mais ça, c'est vraiment le coup du bouche à oreille, c'est devenu l'exception qui confirme la règle. Bon, ça, quand vous avez la possibilité, passé un certain stade, de dire « Tiens, je prends une nouveauté pour, hop, que cette salle, elle soit plus remplie », c'est pas grave, c'est la vie naturelle d'un cinéma. Sauf que quand vous n'avez plus assez de nouveautés pour renouveler votre cheptel de copies, vous êtes bien embêté. Et vous êtes d'autant plus embêté que quand il y a peu de films, tout simplement, ces films sont présents sur plus de salles. Je m'explique. Vous avez envie de voir les Tuches 27, vous regardez sur votre application dans quel cinéma ils passent. Ça va vous dire, les Tuches 27, ils passent dans ce cinéma-là. Sauf qu'aujourd'hui, comme il y a moins de sorties, il y a moins de films sur plus d'écrans. Donc ça veut vous dire, les Tuches 27, il est là, 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 là et là. Et du coup, les salles se retrouvent avec moins de spectateurs, moins de films et un public qui se fragmente. Vient ensuite une autre question, c'est celle de comment les multiplex qui ont vraiment réalisé leur essor au niveau national dans toutes les villes de taille moyenne ou les grandes villes depuis une vingtaine d'années, comment ils ont, on va dire, préparé le terrain à la crise. Attention, je suis pas en train de vous dire que les multiplex sont nos ennemis et sont en train de faire le mal et que c'est à cause d'eux que le cinéma se débrouille pas très bien en ce moment. Loin de là, moi je leur dois une bonne partie de ma cinéphilie et de l'accessibilité de beaucoup de films. Néanmoins, on constate quand même que dans leur fonctionnement industriel, il y a, on va dire, un terreau, un terrain qui a eu des conséquences assez terribles. Par exemple, malgré une certaine variété dans le choix qui est proposé aux spectateurs, on constate aussi que les multiplex sont devenus un peu le cheval de Troie économique des blockbusters. Vous l'avez tous déjà remarqué si vous êtes entré dans un multiplex, vous pouvez avoir, quand vous avez Avenger 12, 3, 4, 5 salles qui sont réservées aux gros films du moment. Parce que vous allez la voir 3 fois en VF,
2 fois en VO, ainsi de suite. Non pas que les autres films ne puissent pas toujours exister, mais ça donne aux blockbusters, aux énormes franchises ou aux énormes comédies, enfin ce que vous voulez, aux films à succès, ça leur donne un poids économique dans la viabilité des multiplexes et donc d'une grande partie de l'exploitation des salles, ça leur donne un poids énorme. Et pour visualiser cette situation, il faut regarder les chiffres du CNC de 2019. On y découvre que la part de marché des films français dans les tickets vendus, elle est de 32% sur le territoire national, quand le cinéma américain obtient une part de marché de 55%. Le reste étant occupé par les films non français et non américains, ce qu'on appelle les films étrangers en général. Et c'est une problématique qu'on va également retrouver du côté des salles indépendantes ou dites arrêt essai. Alors, bien évidemment, les salles arrêt essai sont connues pour avoir une programmation, on va dire, plus pointue, plus expérimentale, plus exigeante, résolument tournée vers le cinéma d'auteur, et qui permettent au public soit de découvrir des films de patrimoine, soit de se mettre sous les yeux des cinématographies, des auteurs qu'on ne connaît pas encore et qu'on est en train de découvrir, ou qui tout simplement s'adressent à un public globalement plus restreint. Et elles remplissent globalement cette mission. Pour survivre, plusieurs de ces salles ont besoin de ce qu'on pourrait appeler les gros auteurs, voire les blockbusters d'auteurs. Je pense aux films de Clint Eastwood, aux films de Wes Anderson, aux films de Denis Villeneuve, ou, comme c'est le cas du film qui nous intéressait en début de vidéo, à Tenet. Mais quand on n'a pas la tête de gondole pour tirer tout ça, et bah tout simplement, tout le monde tire la langue. Et si jamais vous vous dites, mais c'est quand même bien fait pour les énormes distributeurs, pour les méchants patrons de multiplex et pour les méchants blockbusters américains, eh bien vous vous trompez parce que les méchants blockbusters américains, et en général tous les films étrangers, financent la création française. Quand vous allez voir Avengers, eh ben il y a une portion du prix de votre ticket qui va dans les poches du CNC, qui va évidemment pas aux producteurs d'Avengers, parce qu'on va certainement pas les aider à produire, ils se débrouillent très bien comme des grands, et qui va permettre au CNC d'avoir des fonds importants pour aider le cinéma français. Des aides à l'écriture, des aides à la réécriture, des aides à l'innovation technique. Ça aussi, c'est pas pour rien que le cinéma français ou que l'animation française sont à ce point-là performants. Et donc, tout simplement, ce système, eh bien, c'est une forme de protectionnisme et de souverainisme économique. Et bah, écoutez, on avait un peu envie de le rappeler à tous ceux qui arrêtent pas de dire « c'est les impôts des Français qui financent le cinéma ». Parce que non, vos impôts ne financent pas le cinéma. Par contre, le cinéma étranger finance le cinéma français, et c'est peut-être plutôt pas mal. C'est plutôt un très bon système, sauf que c'est un très bon système quand il y a des films étrangers et quand ils marchent. Or, c'est aussi pour ça que des blockbusters comme Tenet et comme tous ceux qui ont été annulés sont attendus très fortement par le système, c'est parce qu'ils permettent aussi de doper la création chez nous. Étant donné qu'on ne sait pas quand les blockbusters vont revenir en masse dans les salles de cinéma, ou en tout cas qu'on ne peut pas l'affirmer certainement, étant donné qu'on ignore quand le public va retrouver ses habitudes, celles qu'il avait avant la pandémie de Covid-19, on peut se demander quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour que le secteur retrouve de la vie et redevienne sain économiquement. Et là, quand on arrive à cette question, moi je dois dire que j'étais très frappé par les propos qu'a tenus sur France Info, je crois que c'était le 23 juillet, Richard Patry, qui dirige le syndicat des exploitants. En gros, c'est lui qui représente la profession d'exploitant de salles en France. Il nous explique que les salles perdent 25 à 30% de leur fréquentation habituelle. Et surtout, que si elles font ça, c'est dans un but de citoyenneté, car actuellement, elles perdent énormément d'argent. C'est pas vrai. Les salles n'ont pas ouvert dans un but de citoyenneté, elles ont, et c'est tout à fait normal et c'est pas un problème, elles ont ouvert parce qu'elles estimaient que c'était mieux économiquement d'être ouvert que fermé. Et c'est normal, et tous les commerces de France ont voulu, veulent et espèrent la même chose. Et je crois que ces propos, tout simplement, ils nous empêchent de saisir la réalité de la situation, et que quand un peu plus loin, toujours dans le même article de France Info, M. Patry explique que le cinéma américain ayant un effet entraînant, et bah, tout simplement on ne peut pas remplir les salles, je crois que c'est une description de la réalité qui est un peu faussée et qui nous empêche de penser des solutions. Oui, les films américains ont un effet entraînant et on le constate nous aussi en termes d'audience. Quand il y a des gros blockbusters, même les papiers sur des petits films d'auteur font plus d'audience. Pour le coup, c'est un exemple de ruissellement qui a l'air de fonctionner. Dans les propos de Richard Patry, ce qui m'embête un petit peu quand même, c'est qu'il me semble oblitérer deux données. La première, c'est que peut-être ne fallait-il pas réouvrir les salles aussitôt. Nous, on le voit tout le temps dans les commentaires d'écran large. Beaucoup de gens nous disent en ce moment « Ah mais il n'y a rien à l'affiche, ah puis les films français c'est pourri ». Alors non, il y a énormément de bons films à l'affiche. Je peux même vous dire que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un line-up aussi dément. Et en plus de ça, il y a même d'excellents films français à l'affiche, comme toujours, mais vous le saviez sûrement déjà. À l'heure où on enregistre cette vidéo, à l'écran, vous pouvez voir Ip Man 4, Été 85, Tout simplement noir, Terrible Jungle, Benny, Madré, Exit, The Vigil, bref, il y a des films de tous les pays, des Français, des Espagnols, des Allemands, des Danois, ce que vous voulez, de tous les genres et de qualité mais super élevée. On voit pas souvent une collection comme ça, une galerie de longs métrages aussi intéressant. Il y a aussi un enjeu maintenant, alors qui là ne touche pas que les exploitants, c'est l'évidence, qui touche les distributeurs, les producteurs, nous la presse et aussi les exploitants, c'est réussir le sevrage. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est dépendant à 55% du cinéma américain, on est dépendant d'un système qui est ultra industrialisé, ultra mondialisé, mais pour qui nous ne sommes pas un marché très important, donc qui peut nous lâcher comme ça. Hollywood, c'est une industrie mondialisée, extrêmement puissante, mais pour laquelle nous ne représentons pas un marché qui est un réel enjeu. Par conséquent, on dépend d'eux, et c'est un vrai problème artistique, culturel, et là on le voit aujourd'hui,
économique. Mais alors qui des exploitants, qui des distributeurs, qui des producteurs peut initier ce renouvellement, peut initier tout ça? Alors, ce serait très prétentieux de notre part de prétendre vous donner une réponse. C'est évidemment une question qui est multifactorielle. Néanmoins, si vous voulez rentrer dans le détail de ces conversations-là, on vous conseille d'aller sur Twitter, lire les posts d'Eurozoom. Eurozoom qui est un distributeur, celui notamment d'Hipman 4 et très prochainement de Akira restauré en 4K, eh bien, ce distributeur qui œuvre vraiment à la variété des films sur nos écrans discute en ce moment, des fois vertement, mais toujours de manière très intéressante, et avec beaucoup d'exploitants de salles, sur comment faire pour rendre plus visibles des cinémas différents. Si c'est un sujet qui vous intéresse, allez lire ça, c'est vraiment passionnant. Et si par hasard vous vous dites « Ah ouais, moi le cinéma, de toute façon, j'en ai marre, c'est juste pour les gros films, et sinon j'ai la SVOD, j'ai Netflix, Amazon, Apple... » Vous avez le droit de vous dire ça, mais vous faites une grosse erreur. La VOD, premièrement, ne va pas si bien que ça. La preuve, le plus gros service de VOD en France, TF1 Vidéo, vient de fermer ses portes. Maintenant, si on parle plateforme de SVOD, les gros géants, Netflix, Amazon Prime, Apple, bientôt HBO Max, Disney+, eh ben, tout simplement, nous on le sait pour discuter avec les acteurs de ce secteur, ils sont pas non plus super ravis. Bien sûr, le confinement leur a permis d'avoir plein d'abonnés en plus, de booster les scores. Ils ont même pu acheter des films qui auraient dû sortir au cinéma. Bloodshot, bientôt la comédie de Chiron, Brutus versus César. Donc on pourrait se dire que pour eux c'est tout bénef. Sauf que, pour eux aussi les tournages sont interrompus. Sauf que, plein de films qu'ils auraient achetés avant sur une deuxième fenêtre ne sont pas disponibles du fait de la fermeture des cinémas et globalement de la crise de l'industrie. Et en réalité, même si ça va être en différé, eux aussi risquent très fortement de subir une grosse crise et sont en train de réaliser que l'appauvrissement de l'offre cinéma risque de devenir à moyen terme un gros appauvrissement de leur propre offre. Donc en réalité, opposer ça à les SVOD est une grosse bêtise. Il y a une interdépendance qui est très forte et qui nous rappelle, encore une fois, que à l'heure d'aujourd'hui, la salle reste le cœur, le centre névralgique de l'industrie du cinéma. Il y a des pistes qui doivent nous donner un peu de baume au cœur et qui nous font dire que non, il n'y a pas de fatalité dans cette situation. Il y a par exemple un film comme L'ombre de Staline qui a dépassé les 200 000 entrées. Je crois qu'on peut le dire pour son distributeur, c'était vraiment inespéré. C'est un très très beau succès qui est permis justement par la variété qu'offre paradoxalement la situation actuelle. Mais c'est pareil pour Hitman 4. Est-ce que Hitman 4 serait sorti sur 400 copies en France, sur grand écran, si on n'était pas dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui? Donc, il y a des pistes à travailler, il y a des œuvres à amener au public qui peuvent fonctionner, qui peuvent l'intéresser. Comment conclure cette vidéo? Peut-être déjà en vous disant qu'on ne se permettra pas d'être conclusif, parce que la situation va encore muter, va encore se transformer, et on est sans doute face à des bouleversements gigantesques et impossibles à appréhender. Par conséquent, on va tout simplement se dire que ne nous inquiétons pas pour le cinéma de divertissement et les blockbusters. Ils sont prêts, ils sont terminés. Hollywood va pas les jeter avec l'eau du bain, on les verra, on prendra notre pied et on en parlera tous ensemble. À côté de ça, il y a maintenant un enjeu véritable pour diversifier notre cinéma, découvrir d'autres cinémas, découvrir d'autres auteurs, découvrir de nouveaux films. C'est quelque chose qui est important, qui peut faire énormément de bien à ce secteur, qui peut nous tous nous faire du bien culturellement. Et puis, comme on vous le disait, l'enjeu peut-être le plus fondamental pour nous Français, c'est de sauvegarder notre système de production qui nous permet d'avoir une telle variété de films français, mais aussi de films présent en France. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous dans les commentaires parce que c'est un sujet qui nous passionne. On espère que vous allez la partager, la liker, en causer à vos amis, insulter ma maman qui l'a bien mérité. C'est de sa faute si je suis là. Je vous embrasse.